C'est un rêve vieux comme le monde, un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour. Devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Il est très clair que cette volonté de normalisation de la matière humaine, de la chair humaine, accompagne une volonté de normalisation culturelle. On fait de l'homme compétitif, puisque c'est le mot-clé de notre époque. Et moi, je suis terrorisé par cette idée-là, qui fait qu'il n'y aura plus rien aux marges, donc il n'y aura plus d'espoir de sortie. Qui fixera la norme de cet homme compétitif, au cerveau infaillible, au corps parfait et sans âge? Les scientifiques, les politiques, les militaires ou les marchands? Alors que nous tentons de modéliser, standardiser, reproduire à volonté les processus biologiques, l'idéologie technicienne qui voit l'homme comme une machine gagne du terrain. L'application de cette vision industrielle de l'humain commence dès la naissance. Good evening, Mr. President. As you can see, the breeding stages are complete. They are devoid of individuality, subservient to our authority, and quite frankly, Mr. President, they're stupid. The perfect customers for your banks of tomorrow. And this one, I'm afraid that one hasn't turned out quite as we expected. Oscar n'est pas né dans un utérus artificiel. Mais si ce prématuré, né après seulement 6 mois de grossesse, a pu survivre, c'est parce qu'il a pu passer les derniers mois de sa gestation dans cette couveuse qui remplace le ventre maternel. Demain, si les recherches continuent de progresser, nos bébés naîtront dans une machine. Un utérus artificiel assurera leur fabrication. Est-ce vraiment de la science-fiction? Pas tout à fait. Pour Henri Atlan, la fabrication d'un utérus artificiel est la continuité logique des techniques actuelles de procréation médicalement assistée. Les techniques existent déjà qui permettent la fécondation in vitro, c'est-à-dire donc les tout premiers jours du développement en dehors du corps d'une femme, au laboratoire, et puis aussi à la fin, pour les grands prématurés. Donc la question est de comment combler l'écart d'à peu près 5 mois, si vous voulez, entre le commencement et la fin. Je ne vous dis pas que c'est facile, je pense pourtant que ça se fera. Nous sommes à Philadelphie, dans l'unité de soins intensifs de la maternité de Temple University. C'est ici que Thomas Schaeffer a développé une technique permettant la survie des très grands prématurés. Pour cela, il a eu l'idée de leur faire respirer un liquide transportant de l'oxygène. Dans l'utérus, les fœtus grandissent dans un milieu liquide et leurs poumons sont donc remplis de liquide. Malheureusement, les prématurés sont obligés de passer à la respiration gazeuse trop tôt. Donc mon idée a été d'introduire un liquide synthétique dans leurs poumons immatures, de manière à ce qu'ils ne se rétractent pas. Une fois que les poumons sont développés, on arrête de mettre du liquide à l'intérieur, il s'évapore et le nourrisson commence à respirer de l'air comme n'importe quel enfant.
Même si ce n'était pas sa destination première, le liquide inventé par le Dr Schaeffer a été utilisé pour réaliser la première véritable tentative d'utérus artificiel. À l'université Juntendo de Tokyo, le Dr Kuwabara a retiré prématurément des fœtus de chèvres du ventre de leur mère pour les placer dans un réservoir en plastique. Les chèvres ont atteint le terme de la gestation, mais n'ont vécu que 4 semaines après leur naissance. Au Cornell Medical College de New York, un professeur d'endocrinologie s'est aventuré encore un peu plus loin dans les arcanes de nos ventres. En recréant de manière artificielle le tout début de la grossesse, le docteur Liu a commencé à assembler les toutes premières pièces d'une machine à fabriquer les bébés. Hélène Liu a réussi à fabriquer alors une véritable ébauche d'utérus artificiel, c'est-à-dire une cavité en plastique recouverte par des cellules endométriales, c'est-à-dire par des cellules d'utérus féminin, et a réussi à faire s'implanter dans cette cavité des embryons humains, mais qui étaient des embryons pathologiques dont on savait que de toutes les façons ils allaient mourir. Quand elle a publié ses résultats, ça a déclenché de tels scandales qu'elle a été obligée d'arrêter tout ça, et elle a continué par contre à faire ça sur des souris, et elle a quand même réussi aussi à faire se développer dans ces cavités des petits souriceaux jusqu'à peu près la moitié de la gestation. Au départ, la scientifique voulait rendre leur fertilité à des femmes dont l'utérus fonctionnait mal. Comme beaucoup de scientifiques, elle pensait pouvoir contrôler la technologie qu'elle était en train de développer. Mais comment contrôler l'usage d'une telle découverte? Reproduire, mécaniser et, à terme, industrialiser un organe qui touche à une fonction aussi profondément humaine que la naissance est un sujet sensible. Trop sensible. L'idée d'une machine qui puisse remplacer le ventre des femmes a créé une telle polémique qu'elle a reçu des menaces de mort. Il y a eu des débats terribles et elle a pris peur. La question de l'utérus artificiel a été débattue dans des colloques internationaux d'éthique biomédicale avec les pour et les contre, évidemment, ce qui est déjà intéressant parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pour, avec des arguments de toutes sortes. Paradoxalement, des mouvements pro-life protestants aux États-Unis étaient pour, parce qu'ils imaginaient que ça permettrait d'éviter des avortements, précisément, puisque les enfants non désirés pourraient être transférés dans l'utérus artificiel sans qu'il soit besoin de les avorter. On est choqué quand on imagine l'utérus artificiel. On oublie que nous sommes déjà embarqués dans ce processus. Et ce processus, c'est la dissociation entre procréation et sexualité. Ça voudra dire que la grande asymétrie qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne le fait de faire un bébé aura disparu, puisque la femme participera comme l'homme en fournissant une cellule. La femme sera celle qui fournit l'ovule, l'homme celui qui fournit le spermatozoïde, et puis c'est tout. Donc il y aura une symétrie qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception en sélectionnant le meilleur des embryons. Une nouvelle industrie propose des bébés à la carte, toutes options, garanties à 100%. Mère porteuse sur catalogue, donneur de sperme ultra sélectionné, on vend ici au prix fort le patrimoine génétique de l'enfant parfait. On peut maintenant choisir le sexe de son enfant et bien d'autres choses encore. Et voilà les incubateurs. Les embryons y sont exactement comme dans le ventre de leur mère. Vous avez combien de bébés là-dedans ? 40 bébés. En France, comme dans la plupart des pays du monde, choisir le sexe de son enfant est illégal. Mais un simple voyage à Los Angeles et quelques milliers de dollars permettent de contourner la loi. En Chine, tout le monde veut un garçon. Au Canada, on préfère les filles. Au Mexique, les filles aussi. En France, plutôt les filles que les garçons, mais c'est presque 50-50.
Selon les pays, le choix du sexe d'un enfant n'est pas une question anodine. En Chine, où des milliers de filles sont tuées à la naissance, 18 millions d'hommes adultes sont contraints de rester célibataires par manque de femmes en âge de se marier. S'il était disponible, ce procédé pourrait avoir des effets dévastateurs. Mais heureusement, la question ne se pose pas encore. Pour l'instant, seuls ceux qui peuvent se le payer ont les enfants qu'ils désirent. La technologie utilisée pour sélectionner les embryons s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic a été inventé pour éviter l'avortement à des couples porteurs de maladies génétiques graves qui ne souhaitent pas mettre au monde un enfant malade. Cette technique, détournée par les mercenaires de la procréation, a aussi permis de créer le marché de l'enfant sur mesure. Elisabeth et Peter sont en parfaite santé et déjà parents de 2 enfants. Mais pour le 3e, pas question de laisser sa chance à la nature. Donc vous êtes intéressé par la sélection du sexe. Oui. Vous avez déjà 2 enfants, en bonne santé, 2 garçons. Oui, on aimerait une petite fille en bonne santé. Bien. Le procédé que nous utilisons implique une fertilisation in vitro. Le plus ici, c'est que nous avons une super équipe de généticiens qui vont pratiquer une biopsie sur les embryons et étudier les caractères génétiques que l'on veut sélectionner. C'est pour les futures mamans, pour les préparer. Parce que 2 semaines après, elles sont enceintes. Enfin, à 85%. Nous sommes un programme Rolls-Royce. Sur 7000 sélections, aucune erreur. Chacun de nos clients a eu ce qu'il voulait. Après le gynéco, le conseiller financier. Les marketeurs californiens de la clinique ont tout prévu. Le pack bébé comprend les tarifs négociés sur les hôtels et les avions, avec bien sûr un plan de financement. Tout compris, le bébé de rêve coûte 24 000 €. Pour la sélection du sexe par diagnostic préimplantatoire, nous avons un package total de 18 490 $. Taxes comprises? Les médicaments ne sont jamais inclus dans notre pack. Pour ce type de prestation, ils vous coûteront environ 5 000 $ de plus. Mais ça n'a rien à voir avec nos honoraires. Merci beaucoup. Merci. $30 000, c'est ce que ça va nous coûter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça semble fou, une part de nous pense « Non, je ne peux pas dépenser autant d'argent ». Mais si vous pensez à votre vie entière, et le fait que vous allez avoir une fille ou non, et combien vous allez dépenser pour chaque enfant, alors ça vaut peut-être le coup. C'est un prix fabuleux, moins cher qu'une voiture. En fait, si vous êtes sûr de votre choix, c'est un investissement très raisonnable. Je ne pense pas que ce soit comme acheter une voiture. En un sens, c'est le bien de consommation ultime. C'est quelque chose que nous aurons pour toujours. Si vous avez l'argent, je ne vois pas le problème. La question pour nous, c'est à quel point nous voulons une fille. Est-ce que nous voulons une fille à $30 000 ? Et je crois qu'un jour viendra où la société dira à ceux qui n'auront pas voulu choisir leurs enfants, alors vous vous débrouillez avec. Il n'y a pas de raison qu'on vous donne des congés maternité, des allocations familiales, Non, vous vous débrouillez. Vous avez pris un risque et très vite, il y aura une pression sociale très forte, si ce n'est une obligation, une pression, pour que les gens fassent des enfants utiles, normés et qui devraient théoriquement être plus heureux que les autres.